Bienvenue dans ce cours de base de données à destination des L2 informatique et L2 MIAH de l'Université Clermont-Auvergne. Aujourd'hui, pour ce cours, ce que nous allons voir, ce sont les points suivants. Alors, nous allons voir la jointure externe, qui est un type de jointure différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Nous allons voir donc des instructions, enfin une instruction conditionnelle, l'équivalent du if-else en C, pour ceux qui connaissent. Nous allons voir comment mettre à jour des données, notamment en utilisant l'instruction conditionnelle. Nous allons voir la notion de requête imbriquée, alors très important pour nous là au stade où on en est. On va beaucoup s'en servir. Des opérateurs logiques, des nouveaux opérateurs logiques en fait, le in et le exist. Comment créer une table temporaire dans une requête. Et enfin, comment supprimer des données. La jointure externe est un type de jointure assez nouveau. Alors nous on avait vu la jointure naturelle et la jointure interne. Alors finalement, bon, la jointure naturelle, on peut voir ça comme un cas particulier d'une jointure interne où les colonnes sont fusionnées dans certains cas. En fait, il existe d'autres types de jointures qui vont faire des choses assez différentes de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, on avait vu comment corréler plusieurs tables à l'aide de la jointure interne et naturelle, hein. Donc ça met en relation des tables. Le fonctionnement, pour rappel, est tel que si pour un ensemble de tuples aucune correspondance n'est trouvée, ces tuples sont ignorés et ne sont pas présents dans le résultat final. Donc ça, c'était le fonctionnement habituel qu'on avait jusqu'à présent. Or, en fait, dans certains contextes, nous, on aimerait bien potentiellement garder les tuples qui n'ont pas eu de correspondance et avoir un indicateur en fait que la correspondance n'a pas pu être réalisée. Bah, c'est exactement ce que va faire la jointure externe. Alors, en exemple, vous voulez par exemple pour chaque module d'enseignement trouver la liste des étudiants qui y sont inscrits. Mais en fait, on souhaite tout de même connaître les modules d'enseignement qui n'ont pas d'étudiants, plutôt que de les ignorer en fait. Le fonctionnement qu'on avait jusqu'à présent, c'était que si la correspondance n'était pas faite, on ignorait les tuples qui n'y avaient pas de correspondance. Or là, on voudrait quand même garder les tuples qui n'ont pas eu de correspondance et avoir un indicateur qui nous dit bah j'ai pas eu de correspondance avec ma jointure. Et donc c'est exactement ce que va faire la jointure externe. Ça va nous permettre de corréler plusieurs tables, mais en gardant les données de la table qui sont à gauche. Alors nous, on va voir que la jointure externe gauche, vous allez voir qu'il en existe plusieurs. En tout cas, en SQLite, il n'existe que la gauche, mais en fait, ça suffit pour simuler toutes les autres, hein. Donc nous, on va parler de jointure externe gauche. Donc, si on souhaite garder les données de table 1, donc c'est toujours les mêmes tables qu'on a en exemple là, en la corrélant avec la table 2 sur la colonne A. Alors typiquement, on souhaite avoir l'égalité. On écrira la commande suivante. Donc je fais un select étoile from table 1, left outer join, table 2, on, égalité sur la colonne A. Alors la seule chose qui change dans la formulation de ma requête ici, c'est que j'ai remplacé inner join par left outer join. Il n'y a que ça qui change. Et qu'est-ce qui va se passer? En fait, on va regarder un à un les tubes de la table 1. On va regarder, on va les comparer avec la table 2, donc jusque-là comme d'habitude. On va regarder la colonne A. Est-ce que le tuple numéro 1 de la table 1 sur la colonne A est égal à lui? Oui, donc on va les corréler. Donc 1 A50, 1 moins 10 ABC peuvent être corrélés. Donc on a bien 1 A50, 1 moins 10 ABC. Maintenant, est-ce que j'ai le tuple, donc le premier tuple a eu une corrélation, donc très bien. Il aurait pu en avoir plusieurs, mais en tout cas il en a eu une. Et le deuxième tuple, on va se demander est-ce qu'il a une corrélation? Est-ce qu'on peut le corréler avec un tuple de la table 2? Alors la réponse est non, puisqu'il n'y a aucun attribut de la colonne, enfin il n'y a aucun élément de la table 2 qui sur la colonne A le nombre 2. Donc il n'y a pas de corrélation possible. Et bien maintenant, avec la jointure externe, plutôt que de jeter ce tuple-là, comme on aurait l'habitude en fait finalement en jointure naturelle ou jointure interne, on va le garder, on va quand même garder 2 à 0 et on va indiquer qu'il n'y a eu aucune correspondance avec la table 2 en mettant des valeurs nulles dans les champs de la table 2. Ce qui nous donne ce résultat-là, 2 à 0, nul, nul et nul. Et pour le dernier tube de la table 1, il y a une correspondance, donc il n'y a pas de valeur nulle et on affiche les correspondances. En fait, ce qu'il faut comprendre ici là dans le résultat de SQLite, c'est que ceux-ci sont bien des attributs qui sont à nul. Alors de la même manière, on pourrait avoir envie d'utiliser une jointure externe droite, alors qui n'est pas disponible en SQLite, hein. Mais c'est pas un problème parce qu'en fait ça revient juste à inverser les tables. Ok, alors le fonctionnement est exactement le même, sauf qu'on va prioriser
la table 2 plutôt que la table 1. C'est-à-dire qu'on va toujours garder les tuples de la table 2 et s'il n'y a pas de correspondance, on va mettre les attributs de la table 1 à nul. Okay, ça revient à faire une jointure externe gauche en inversant les tables. On a aussi la jointure externe complète, alors qui pareil n'est pas disponible en SQLite, mais qui en fait peut être simulée à l'aide d'une union notamment, et qui va être une combinaison, du coup en fait ça va être même une union de jointure externe gauche et de jointure externe droite. C'est-à-dire qu'on va vérifier les tuples qui ont une corrélation avec la table 2, ceux qui n'en ont pas, on va mettre les attributs de la table 2 à nul, et on va faire exactement la même chose dans le sens inverse, c'est-à-dire qu'on va regarder les tuples de la table 2, voir s'il y a une correspondance avec la table 1. S'il n'y en a pas, on met les attributs de la table 1 à nul. Alors comme c'est une jointure assez nouvelle, je vous propose déjà un petit quiz. Alors comme d'habitude, nous avons nos tableaux, nos tables table 1, table 2, j'ai une requête et la question est, étant donné l'étape suivante, donc que retourne la requête SQL ci-dessous? Est-ce que c'est la 1, la 2 ou la 3? Je vous invite à mettre pause et à réfléchir par vous-même et nous, dans la vidéo, nous allons passer à la correction tout de suite. Alors la bonne réponse était la 1. Alors regardons ensemble pourquoi. Donc cette requête fait la chose suivante. Select étoile from table 2, left after join table 1, on table 2.d fois -1 strictement inférieur à table 1.c. Alors c'est une requête correcte, elle va retourner des choses, donc ça ne serait pas la réponse 3, et regardons ce qu'elle fait. Alors c'est une jointure externe gauche, mais qui va démarrer de la table 2 vers la table 1. Et le type de jointure, enfin la précision sur la jointure, est ce qui est après le on. Donc on veut que l'attribut D fois -1 soit strictement inférieur à l'attribut C. Alors regardons les tuples qui répondent positivement à ça. Alors là ici je pense que c'est trié par ordre croissant alphabétique. Donc c'est pour ça que c'est d'abord le tuple 0 et après le 1. Regardons donc le tuple 0 3e. Donc si je prends son attribut D fois -1, ça me fait 3. Et je vais regarder tous les tuples de la table 1 pour lesquels 3 est strictement inférieur à l'attribut C. Alors 3 est strictement inférieur à ce 50 là et à ce 50 là. Donc on a bien 0 3e, 1 à 50 et 0 3e, 3b50. C'est bien les deux premiers résultats que nous avons ici. Passons au tuple suivant. 1, moins 10 ABC, donc moins 10 fois -1, ça nous fait 10. Regardons à quoi 10 est strictement inférieur, donc à ce 50 là et à ce 50 là, donc c'est exactement la même chose. On a 1, moins 10 ABC, 1 à 50, 1 moins 10 ABC, 3B50. C'est les deux prochains tuples que l'on voit ici. Passons donc au dernier tuple, qui est 3 moins 123 TT. Alors 3 moins 123 TT, si je prends l'attribut D que je fais fois -1, ça fait 123. 123 n'est pas strictement inférieur à une valeur C ici. Ce qui veut dire que la jointure a échoué pour ce tuple-là. Il n'y a aucune correspondance qui a été trouvée. Mais comme c'est une jointure externe gauche, on va quand même afficher 3 moins 123 TT et indiquer que la jointure a échoué en mettant les attributs à nul ici. Donc là, il faut comprendre que ici c'est nul, nul et nul ici. Alors, c'était bien celle-ci la bonne réponse, c'était pas la 2, puisqu'en fait la 2 c'est une jointure interne, exactement de la même manière, sauf qu'elle est pas, elle est interne, c'est-à-dire qu'on va ignorer les tuples qui n'ont pas eu de correspondance. Si vous regardez, on a exactement les mêmes premiers résultats, sauf que le dernier tuple a été ignoré puisqu'il n'y a pas eu de correspondance. Donc ceci était une jointure interne avec la même précision sur la jointure. Et comme on a des nuls pour le dernier tuple ici qui n'a pas eu de correspondance, c'est bien une jointure externe gauche qu'on a fait ici. Passons maintenant aux instructions conditionnelles. Alors les requêtes qu'on a été capable de formuler jusqu'à présent, en fait, possédaient quelque part une forme d'instruction conditionnelle avec le where, c'est-à-dire qu'on était quand même capable de filtrer nos tuples. Mais c'était pas vraiment du conditionnel au sens pur, c'est-à-dire que on pourrait sous-entendre que notre requête a une exécution différente en fonction d'une certaine condition. C'était plutôt, faut voir ça comme un filtre que comme une instruction conditionnelle. Alors, en fait, en SQL, il existe l'équivalent d'un if-else, alors adapté à du SQL évidemment, et ça permet notamment d'afficher un résultat différent selon certaines conditions. Alors c'est vraiment assez différent que de dire qu'on va filtrer, puisque là c'est vraiment une instruction conditionnelle. On va voir un exemple qui va illustrer ceci. Alors par exemple pour attribuer une mention en fonction de la moyenne générale d'un étudiant.
avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, on n'était pas tellement capable de faire ça. Par exemple, je veux dire la mention passable, assez bien, bien, très bien, etc. On était capable de filtrer peut-être par mention, mais on n'était pas capable de dire, bah, comme cet étudiant a eu entre 10 et 12, il a la mention passable, etc. C'est ce qu'on va être capable de faire avec l'instruction conditionnelle de SQL. En fait, on va pouvoir retourner un résultat qui va différer en fonction d'une condition, comme un if-else en C. Pour cela, on va utiliser donc la commande case-when. On va voir comment ça s'utilise. Alors par exemple, c'est ce que je vous présente ici, on souhaite retourner la colonne A et C des tuples de la table 1, donc toujours notre même table 1, mais on souhaite indiquer explicitement lorsque la colonne C est égale à 0. C'est-à-dire que je vais afficher tous les tuples, sauf que quand la colonne C est égale à 0, plutôt que d'afficher 0, j'ai envie d'écrire la chaîne de caractères égale à 0. Comment est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais utiliser le case when qui est en fait un if. Et pour ceci, regardons cette commande. Je vais faire select A, virgule, case. Alors c'est case, il démarre ici, il s'arrête ici. Et à l'intérieur, vous avez les conditions avec les instructions en fonction. Quand C est différent de 0, je vais afficher C. Sinon, j'affiche la chaîne de caractères égale à 0. Alors, il ne faudra pas oublier à la fin de renommer notre case avec un nom de colonne raisonnable, parce que si on ne le fait pas, en fait, SQLite à l'affichage, il va nous afficher comme nom de colonne tout le case, ce qui est pas vraiment lisible. Et du coup, on obtiendra comme résultat, eh bien, 1, 50, ok, puisque de toute façon, je voulais afficher les colonnes A et C, donc 1, 50, 2 égale à 0, puisque je suis passé dans le else ici, ça veut dire que on a regardé cette condition-là. Est-ce que C est différent de 0? Non. Donc j'arrive dans le else et c'est la chaîne de caractères égale à 0 qui est du coup mise en avant. Et pour le dernier tuple, 3,50 puisque le C était bien différent de 0. Plutôt que de mettre une condition précise dans notre case, on peut en fait tester par rapport à une valeur statique. Donc exactement comme pour le case en C. Typiquement, je voudrais afficher les colonnes A, B et C de ma table 1, sauf que plutôt que d'afficher la valeur de C directement, si l'attribut C est égal à 0, alors j'affiche égal à 0. Si l'attribut C est égal à 50, alors j'affiche égal à 50, et sinon j'affiche autre. Eh bien, on peut faire ça directement comme dans l'exemple ici. Je fais un case C, plutôt que d'avoir une condition ici, je mets une valeur. Donc quand c'est 0, je fais ça, quand c'est 50, je fais ça, et sinon j'affiche autre. Il faudra encore une fois ne pas oublier de renommer le case ici pour avoir affiché ici la colonne résultat plutôt que tout le case comme nom de colonne, ce qui serait illisible. Regardons maintenant comment mettre à jour des données dans notre base de données. Alors ça se fait avec le mot-clé update, suivi du nom de la table qu'on veut mettre à jour, donc update employé. Et puis avec le mot-clé set, je vais indiquer comment va être mis à jour ce qui suit. Typiquement, je veux mettre à jour la ville des employés et je veux que ce soit égal maintenant à Newtown. Sauf que je ne vais pas mettre à jour tous les employés, je vais appliquer un filtre et je vais dire je vais mettre à jour la ville à Newton uniquement pour les employés qui s'appellent Jones. Donc là ici ce que vous voyez c'est qu'on a une manière maintenant de mettre à jour la base de données, mais pas n'importe comment. On est quand même capable de filtrer et de ne pas mettre à jour par exemple tous les tuples d'une même table. Alors quelque chose d'intéressant, c'est la conjonction de update avec le case when. En fait, on peut avoir du conditionnel aussi dans la mise à jour, ce qui va être assez intéressant pour nous. Alors l'exemple qu'on se donne ici, je veux mettre à jour le salaire de tous les employés de la table Works, sauf que je ne vais pas mettre n'importe quel salaire à jour, je vais mettre le salaire à jour en fonction d'une condition. Typiquement, je vais envie de vérifier si 1.1 fois le salaire est strictement inférieur à 100 000. Alors, je vais avoir comme salaire résultant 1.1 fois le salaire. Donc sous-entendu, est-ce que l'augmentation du salaire n'est pas trop importante? Et si l'augmentation est trop importante, c'est-à-dire qu'elle est supérieure ou égale à 100 000, alors en fait finalement l'augmentation de salaire sera que de 1.03 fois le salaire. D'accord? Donc ça sera appliqué à chaque tuple. Pour chaque tuple de la table Works, on va regarder est-ce que cette condition est vraie. Si c'est vrai, alors le nouveau salaire est issu de cette opération arithmétique. Si c'est faux,
alors le salaire sera issu de cette opération-là. Vous pouvez enchaîner les when évidemment. Ok. Donc cette conjonction entre update et case when va nous permettre d'apporter une mise à jour conditionnelle dans notre base de données. Passons maintenant aux requêtes imbriquées. Alors les requêtes imbriquées, c'est un fonctionnement finalement très simple, mais qui va nous être très utile. Alors comme son nom l'indique, une requête imbriquée, c'est une requête dans une requête. C'est exactement ce qu'on va montrer ici. Alors, un exemple pour illustrer ce cas d'utilisation. On souhaiterait obtenir les tuples de la table 1 pour lesquels la valeur sur la colonne C est égale à la valeur maximum de la colonne C. On écrira la commande suivante. Alors, on voudrait récupérer donc les tuples pour lesquels la valeur sur la colonne C est égale à la valeur max parmi toutes les colonnes C qui sont disponibles, parmi toutes les valeurs de la colonne C qui sont disponibles dans notre table. Donc on va faire un select ABC from table 1, where C égale quelque chose. Alors jusqu'ici, jusqu'au égal, on connaît très bien. Et on voudrait mettre C égale une valeur maximum. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, ça serait que potentiellement C est égal à une valeur qu'on aurait écrit nous en dur. Par exemple 50, 60, 0 et ainsi de suite. Sauf que maintenant, on voudrait en fait que ce qui suit le égal soit issu d'une requête. C'est exactement ce qu'on va faire. On va ouvrir la parenthèse. Donc c'est les requêtes imbriquées se mettent dans des parenthèses. On va ouvrir la parenthèse et on va faire un select max C from table 1. Donc vous voyez qu'à l'intérieur, en fait, on a une requête qu'on pourrait très bien faire indépendamment de celle-ci. Select max C from table 1 va nous retourner un unique nombre qui sera la valeur maximum sur la colonne C de la table 1. Et donc du coup, on va être capable de comparer ce C avec la valeur retournée par cette requête imbriquée. Alors notez bien que c'est bien une seule et même requête. Il y a un point virgule, un unique point virgule, même s'il y a deux selects dans cette requête. Ok, donc c'est exactement ce qu'on vient d'illustrer ici. Les requêtes imbriquées, c'est particulièrement utile pour réaliser des comparaisons sur les scalaires. Et l'exemple classique, à savoir on souhaite filtrer les tuples selon la valeur d'un attribut et on va comparer cette valeur par rapport à une sous-requête qui va retourner un scalaire, c'est-à-dire un unique nombre. Maintenant que nous avons vu le principe de requête imbriquée, nous pouvons passer à deux nouveaux opérateurs logiques, le in et le exist. Alors, en fait, il existe un peu plus que ça, d'autres opérateurs logiques, mais qu'on ne verra pas puisqu'ils ne sont pas disponibles en SQLite. Nous allons regarder ici le in. Alors en fait, en conjonction avec un where, ça permet de vérifier si un attribut est égal à au moins une valeur dans un ensemble de valeurs. En fait, ça reviendrait, si vous voulez, à faire une succession de OR. Sauf que là, ce qui est très intéressant pour nous, c'est que ce qui suit le in peut être notamment une sous-requête imbriquée, comme on l'a vu au slide précédent. Bon, l'exemple que je montre ici, c'est avec une liste en dur, mais ceci pourrait très bien être issu d'une sous-requête imbriquée. Alors, passons à l'exemple. On voudrait afficher les tuples de la table employée pour lesquels la ville... Alors, la table employée, ça vient du sujet numéro 2 de TD&TP. La table employée pour lesquels la ville est soit Clermont-Ferrand, soit Grenoble. Et en fait, on va faire un select from employé where city, in et une liste de données, enfin un ensemble de données. On va avoir Clermont-Ferrand et Grenoble. Et donc du coup, ça va nous permettre d'afficher tous les employés qui sont soit à Clermont-Ferrand, soit à Grenoble. Alors, comme dit dans la remarque, et ce que j'ai dit avant, chose intéressante, l'ensemble de valeurs suivant le in peut être issu d'une sous-requête imbriquée. C'est pas forcément écrit en dur comme ici. Le deuxième opérateur logique est le exist. Alors pareil, c'est toujours en conjonction avec un where, c'est pour savoir si une sous-requête imbriquée retourne un résultat ou non. Donc par exemple, pour afficher la liste des employés qui sont des managers. Donc, toujours pareil, la table manager, manages employés sont des tables qui sont issues du sujet numéro 2. Alors regardons notre requête. On ferait un select étoile from employé, where, jusque là on connaît bien. Maintenant, nouveau mot-clé, exist et sous-requête imbriquée. La sous-requête imbriquée, regardons ce qu'elle fait. Select étoile from manages, where, donc on veut filtrer uniquement les tubes pour lesquels le nom de l'employé est égal à un nom de manager dans la table manages. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que on va regarder successivement tous les tuples de la table employé et on va à chaque fois prendre le premier tuple, lancer la sous-requête imbriquée, regarder si cette sous-requête imbriquée retourne un résultat ou non. Si c'est le cas, le where retourne vrai. Si c'est pas le cas, le where retourne faux.
Alors évidemment, comme c'est un where, on va garder uniquement les tuples pour lesquels le where sera évalué à vrai. Donc en l'occurrence, ça va retourner un résultat si un employé est également un manager. Plus nous allons avancer dans les sujets d'ETD et de TP, et plus nos requêtes vont être compliquées. Alors vous allez voir même qu'il y a certains moments, enfin, ça va nous arriver fréquemment d'écrire des requêtes qui vont être sur plusieurs lignes. Ça sera une seule et même requête, et pour autant la requête sera très grande sur une ou plusieurs lignes, avec un certain nombre d'opérateurs d'agrégation, des group by, des select étoile from, des inner join, et ainsi de suite. Comme ces requêtes sont complexes, on va avoir envie de structurer nos requêtes du mieux qu'on peut, hein. Et heureusement, il existe quelque chose en SQL qui va nous permettre de faire ça, c'est le with. En fait, précisément, ça permet de stocker une sous-requête dans une table temporaire en amont d'une requête. Et pour autant, tout ceci sera réalisé en une seule requête, hein. Il n'y a qu'un seul point virgule dans l'exemple que je propose ici. Et en fait, on va créer une table temporaire qui va exister uniquement au sein de notre requête, et on pourra la manipuler comme si c'était une requête qui existait dans la base de données. Alors, deux choses importantes et intéressantes pour nous. Bon, déjà, ça permet de structurer notre requête, hein, comme je disais, si on fait une requête vraiment complexe, avec un with, on va être capable de structurer ça. Deuxième chose importante, ça va nous permettre en fait de transformer des valeurs issues d'opérations d'agrégation comme des valeurs classiques de colonnes, et ça, c'est très important en SQL. Donc, l'exemple que je propose, on veut créer une table temporaire appelée table 3, donc qui n'existe pas dans notre base de données, hein. Table 3 n'existe pas. Pour l'instant, nous, on n'a que table 1 et table 2. Et on va créer une table temporaire table 3 qui va exister virtuellement uniquement dans notre requête. Et on veut qu'elle contienne deux colonnes, max A et somme D, contenant respectivement la somme sur la colonne D et le max de la colonne A de la table 2. On écrira la commande suivante, donc c'est avec le mot-clé with, suivi du nom de la table virtuelle et ses attributs, ces noms d'attributs qu'on veut lui donner. On utilise le mot-clé as pour indiquer que la sous-requête qui suit doit être insérée dans cette table 3. C'est-à-dire que le sommD va être sur la première colonne, le max A sur la deuxième colonne. Tout ça issu de la table 2. Donc on fait notre with, notre première sous-requête ne fait absolument rien si ce n'est créer une table virtuelle. Et à partir de maintenant, je vais être capable d'utiliser table 3 comme si c'était une table qui était déjà présente dans ma base de données avec exactement ces données-là. Donc si on fait un select étoile from table 3, point virgule, notez bien qu'il y a un unique point virgule, donc c'est bien une seule et même requête, le résultat qu'on obtiendra sera moins 136 et 3. Donc les tables temporaires, ça permet d'une part de traduire des résultats issus d'un groupe by vers des données simples, hein, et d'autre part, ça permet de structurer efficacement les requêtes complexes. Donc ces deux points-là qu'on permet de réaliser avec Wiz sont très importants. Alors nous avons vu déjà rapidement comment supprimer des données en SQL. Et en fait, on va pouvoir faire comme pour le update, on va pouvoir supprimer de manière conditionnelle, c'est-à-dire en utilisant plutôt un filtre en fait avec le delete. Donc drop table, c'est on supprime totalement la table. Maintenant, on aura potentiellement, nous, dans notre base de données, envie de supprimer des lignes, mais pas n'importe lesquelles, certaines lignes qu'on aura filtrées. Et on va pouvoir utiliser le mot where, enfin le mot-clé where, donc on va pouvoir utiliser un where dans notre delete from, qui va nous permettre de supprimer un certain nombre de tuples, mais pas tous. Donc pas tous dans le sens où uniquement les tuples qui vont être filtrés par le where, évidemment. Pour finir ce cours, je vous propose un quiz. Donc, étant donné l'étape suivante, table 1, table 2, comme d'habitude, toujours avec les mêmes données, que retourne la requête SQL ci-dessous? Donc, je vous laisse le temps de regarder cette requête qui maintenant commence à être un tout petit peu complexe. Mettez sur pause, réfléchissez, et nous, dans la vidéo, nous allons passer à la correction tout de suite. La bonne réponse était la 2. Alors, regardons pourquoi. Que fait cette requête? Donc déjà, on crée une table temporaire. Donc with_t, donc ça va être le nom de notre table virtuelle. Le nom de son unique attribut sera R et on va la remplir de la manière suivante avec cette sous-requête. Donc select average C from table 1, ça veut dire qu'on va tout simplement
calculer la moyenne sur la colonne C de la table 1. Et on va stocker ça dans notre table virtuelle qui aura un unique tuple, une unique colonne, et ça sera tout simplement cette moyenne-là. Regardons la suite de la requête. La suite de la requête, elle va afficher les attributs de la table 1, A, B et C. Jusque-là, on connaît très bien. Depuis la table 1, inner join T. Alors voilà, maintenant que nous avons créé notre table virtuelle T, on peut tout à fait l'utiliser comme si elle existait dans notre base de données. Et c'est exactement ce qu'on fait ici. On fait une jointure interne entre table 1 et table T en précisant la jointure. On va dire que la colonne C de table 1 doit être strictement plus grand que la colonne R de T. La colonne R de T, souvenez-vous, c'est tout simplement la moyenne de la colonne C. D'accord? Et si on regarde, donc du coup, cette moyenne, nous avons le premier tuple 1 à 50. On a bien l'attribut C de 50 qui va être strictement plus grand que la moyenne de cette colonne C. Et le dernier tuple 3B50 qui va être strictement plus grand. Ce n'est pas le cas pour le tuple 2A0, donc il sera écarté. En résumé de ce chapitre, nous avons vu donc les jointures externes, donc surtout la jointure externe gauche qui est disponible en SQLite et qui permet de conserver les tuples même s'il n'y a pas eu de correspondance. Nous avons vu l'instruction conditionnelle, donc c'est-à-dire le case when, qui nous permet d'avoir un affichage différent en fonction de certaines conditions. Comment mettre à jour les données, notamment comment mettre à jour les données en fonction de certaines conditions. Nous avons vu la notion de requête imbriquée, très importante pour nous, qui vont nous permettre notamment de comparer dans un where une valeur avec un scalaire qui serait retourné par une requête, par une sous-requête. En 5, comment utiliser finalement ces requêtes imbriquées avec les nouveaux opérateurs logiques in et exist, donc qui permet de vérifier si une valeur est disponible dans une liste de valeurs, donc si c'est égal au moins à quelque chose, ou si dans notre where, la sous-requête qui suit après le where retourne au moins un résultat. Nous avons vu aussi comment créer des tables temporaires avec le with, donc très important pour structurer nos requêtes, et puis pour transformer nos valeurs issues de fonctions d'agrégation en scalaires classiques dans une table virtuelle. Et enfin, comment supprimer des données, notamment avec des filtres.